Quelques fables de Jean de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Ah, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Oh, oh, laisse tomber sa proie. Oh, oh, le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Oh, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles !» reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. J'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Baba, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient, et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, viens, fais-l'en presser. Il semble que ce soit un sergent de bataille, allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles. Et fait 100 sottises pareilles.
Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. Ah, j'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout importuns devraient être chassés. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Oh, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Oh, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt principal. Hein? Oh, oh, oh. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? Je suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Oh, oh. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Hé, 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 voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière, Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêché. Quelques gros partisans m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Et quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. Eh bien, soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle et vous avez beau dire dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, hein? Ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion, qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron, un avorton de mouche. En 100 lieues le harcèle, tantôt pique les chinettes, sac, et tantôt le museau,
tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dents, la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue. Là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. » Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc. Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent? Du vent. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates, un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh, Dieu hospitalier, que vois-je ici paraître? Dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la Belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame, au nez pointu, répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à gens
fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Oh, Jean Lapin légua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, apportons-nous, dit-elle, à Rabinagrobis. C'était un chat, vivant comme un dévot ermite. Oh, faisant la chatte-mite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agréé. Et voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe-Minot leur dit: mes enfants, approchez. Approchez, je suis sourd. Les gens sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippe-Minot le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus contents qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois, il sommeillait, le savetier, alors, en chantant, l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit: Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an? Par an? Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rigueur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fête, l'une fêtera l'autre, et monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit: Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus.